Avez-vous déjà vu un film de David Fincher? La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. C'est le Zodiac qui vous parle. Quand une personne est dingue, comme toi, est-ce qu'elle sait qu'elle va organiser la semaine? D'accord? Tu prends de l'infome et la tuberculose et je... Pour la tuberculose, moi je fume, ça Le fait reste de plaisir mon attention est focalisé sur les bureaux de Facebook où mes collègues et moi faisons des choses que personne dans cette pièce, notamment et en particulier vos clients, n'est intellectuellement et créativement capable de faire. Se trouver à l'intérieur. Qui est-ce? Quelle importance cela a-t-il? Vous voulez savoir comment cette caméra est entrée chez vous, non? Oui, ça je voudrais bien. Si la réponse était oui, alors vous allez sûrement être d'accord avec moi, mais on ne s'ennuie jamais devant ces films. La plupart dépassent tous les 2 heures, mais personnellement, je ne vois jamais le temps passer. Il arrive à créer ce truc qui nous captive, que ce soit à travers un plan, un mouvement de caméra ou une réplique. Bienvenue au Fight Club. Mais si je vous parle de Fincher aujourd'hui, c'est à travers l'introduction d'un film bien particulier que je veux le faire. Car aujourd'hui, on va parler des 5 premières minutes de The Social Network. Et ce qu'on peut dire, c'est que Fincher n'attend pas. On est directement plongé dans l'action. Le film n'a pas encore commencé qu'on entend la scène se jouer en hors-champ. Mais malgré tout, c'est fait de manière progressive. On a d'abord la musique qui capte notre attention, puis les bruitages d'ambiance pour nous localiser. Et enfin, la conversation que l'on prend en cours de route. Cette technique permet à Fincher de nous captiver dès le début. Avant même qu'on ait une seule image, on est noyé d'informations. Et moi ça me fait de suite penser à Internet. Je vais appeler Internet. Un endroit sur lequel on a accès à des milliers d'informations et qui ne nous attend pas pour évoluer en continu. Ce n'est pas pour rien que Fincher ouvre son film dans un bar, ancêtre des réseaux sociaux, qui sera vite remplacé par le numérique. Et vous allez voir que cette métaphore va prendre vie avec la personne de Zuckerberg, qui incarne vraiment cette nouvelle génération. Il parle vite, Mon pote Eduardo s'est fait $300 000 en un été en pariant sur des contrats à terme sur le pétrole et il est pas prêt d'y entrer, il a la capacité à faire ne prête que très peu d'attention à sa copine et change de sujet toutes les minutes. Si en Chine. Non pas, je parlais déjà plus de la Chine, en fait j'étais en train de parler de moi. Il représente ce nouveau monde avec Internet. En constante réflexion sur tout, son cerveau ne se reposera pas. Et d'ailleurs, on ne le verra jamais en train de dormir. Il est plutôt en veille. Dans les faits, il se rapproche plus de la machine que de l'être humain. Et c'est une vraie volonté de la part de David Fincher de le mettre à l'écart. Il n'est pas adapté à ce monde et il n'en connaît pas les codes. Il pleut. Excusez-moi. Il s'est mis à pleuvoir. Le créateur du plus gros réseau social n'a aucune humanité. Est-ce que j'ai toute votre attention? Non. Mais si vous avez vu ce film, quelque chose a dû vous sauter aux yeux. Une particularité bien précise qui donne une saveur particulière au film. Non, vous voyez pas? Bon, je vous montre alors. Ouais, c'est parti. Un bit validé, un bit modifié, un bit de référence, pour se regarder sur ses amis. Alors pourquoi ne pas concevoir un site avec tout ça? Et Columbia, Dustin, je veux que tu postes ton code avec moi. Chris, tu vas prendre en charge la Voilà pourquoi les gens suivent certains cours, qu'ils s'assoient là où ils s'assoient, qu'ils font ce qu'ils font. Des peintures, je demande aux gens de commenter. En gros, que pour dire un truc énervant, histoire d'animer un peu le département. Je suis au courant, Marc, je suis le directeur financier. C'est une réelle occasion de niquer, rencontrer une fille. Facebook, c'est plus net. Ça, c'est l'œuvre de Aaron Sorkin, scénariste connu et reconnu, ayant notamment travaillé sur plusieurs films que je vous encourage vraiment à regarder. Et dans ce film, il a vraiment réussi à rendre les dialogues authentiques. Les personnages se coupent la parole, ils hésitent, et surtout, ils parlent très vite. Et c'est exactement ce qu'il fallait à ce film. Car dans The Social Network, il est surtout question d'une société archaïque balayée par une nouvelle. On a d'un côté les frères jumeaux qui représentent le monde avant Internet, avec des institutions bien en place comme Harvard, mais ce monde-là s'essouffle. Bridé par des coutumes ancestrales, il fait du surplace. Tandis qu'en face, il y a des génies comme Mark qui veulent accélérer tout ça et qui s'affranchissent des règles préétablies. Et il est de suite question de compétition et de savoir comment se démarquer. Et c'est pour ça que dès l'introduction, il parle plus vite que les autres, c'est pour ça qu'il coupe la parole à Erika, et c'est surtout pour ça qu'il ne l'écoute pas, car il se sent supérieur. Un défaut qui le mènera à perdre tout son entourage, et justement, on va assister à la première perte de Mark au bout de seulement 5 minutes. Ce sera parce que tu es un sale con. Il perdra un peu plus tard son meilleur ami et finira à la fin du film seul, face à son ordinateur. L'homme aux désormais 10 millions de followers n'a plus un seul ami. Je veux pas d'amis.
parlais en début de vidéo de la mise en scène de Fincher si particulière. Et maintenant que nous avons abordé les thèmes principaux du film, on va pouvoir s'attaquer à une analyse plus poussée. Car chez Fincher, il est question de détails. Les flashs subliminaux de Tyler Durden, la pluie de Seven qui ne purifie jamais la ville, la maison figée dans le passé par la neige dans Millennium, ou encore la reconstitution méticuleuse d'un San Francisco des années 70 dans Zodiac. Fincher ne laisse rien au hasard, et The Social Network n'échappe pas à la règle. Par exemple, le film s'ouvre dans un bar, l'endroit parfait pour tisser des liens sociaux. Et justement, on remarque que dans cet endroit, Mark n'est pas à l'aise. Fincher et son directeur de la photographie ont travaillé sur la profondeur de champ, afin de rendre cette scène claustrophobe. Mark est étouffé par la foule. Les figurants bloquent les extrémités du cadre et bouchent les seules issues vers l'extérieur. Tout au long de la scène, il y aura sans cesse des personnes pour boucher le cadre. Rajoutez à ça une couleur jaunâtre monochrome qui symbolise toute la rigidité d'esprit de Zuckerberg, mais qui renvoie également aux couleurs de Harvard, et vous venez de créer une ambiance pesante qui sert votre mise en scène. Personnellement, je trouve que c'est dans ce film que Fincher montre à quel point il peut faire une grande mise en scène avec des plans qui semblent anodins. Regardez la façon dont il filme une conversation. On débute avec les deux personnages dans le même cadre, ce qui est normal, ils sont en couple à ce moment-là. Puis, très vite, on passe sur du champ contre champ, avec malgré tout Mark ou Erika toujours dans le cadre. Et puis viennent ces deux plans qui séparent totalement le couple. Après ça, les champs contre champs ne seront plus les mêmes. Regardez comme Erika commence à sortir du cadre par rapport au début. Il s'éloigne petit à petit jusqu'à ne plus partager l'écran. On aura seulement droit à un plan d'ensemble comme au début, lorsque Erika proposera de commander à manger, elle tend une perche à Mark afin de passer à autre chose, sauf que Mark ne va pas saisir cette chance et s'enfoncer dans son argumentaire. À nouveau, les plans vont se resserrer sur les deux personnages afin de les séparer définitivement. On assiste progressivement au déchirement de ce couple rien qu'à travers l'image. Fincher termine la scène en plan large faisant écho à l'ouverture, sauf que désormais, Mark est tout seul. Les plans se suffisent à eux-mêmes pour raconter une histoire. Et puis cette façon dont il filme Mark qui rentre au dortoir, en courant en contresens alors que tout le monde marche autour de lui et dans une seule et même direction, préfigurant le destin hors du commun qui attend ce jeune garçon. Fincher filme Mark tel un virus qui s'infiltre dans les plus hautes sphères de notre société pour en modifier le code. Tout cela magnifié par la bande-son qui souligne ce tournant des années 2010. Un piano qui joue les mêmes notes en répétition, opposé à un violon qui monte à crescendo. L'opposition de deux visions du monde n'a jamais été aussi claire. Voilà donc comment Fincher parvient à illustrer les thématiques de son film dès les 10 premières minutes. Un exercice dans lequel il s'est rarement trompé, faisant de chacune de ses introductions un véritable chef-d'œuvre et captive le spectateur. Captiver le spectateur. Ces mots n'ont jamais été aussi vrais qu'aujourd'hui, où chaque créateur de contenu essaye de gratter la moindre minute de notre attention, où chaque influenceur tente de trouver la dernière accroche tendance. Il faudrait peut-être alors se tourner vers le cinéma de David Fincher, qui lui réussit toujours à me captiver.